Bonjour à vous qui allez regarder cette vidéo. Je me permets pour une fois une petite explication avant de commencer. Cette vidéo est tirée d'une collaboration faite avec Conda ou Hamza sur LinkedIn, un mec très chouette avec qui ça a été sympa de bosser. En revanche, il a eu une urgence pro qui l'a contraint à se déplacer pour la réponse à incident, tout ça. Donc, c'est fait à partir d'un Airbnb avec une connexion on a fait ce qu'on a pu, quoi. Donc, si vous voyez des petits cafouillages au début, c'est normal, mais le contenu est quand même là. On espère que ça vous plaira. Et en tout cas, c'était sympathique à faire. Bon visionnage. Très bien. Hello, hello les gars, n'hésitez pas à nous dire si vous arrivez à nous entendre. Laissez un petit message sur le chat pour nous dire que tout est bon pour vous. Normalement, ça devrait prendre quelques secondes le temps de la propagation sur LinkedIn, mais du coup, n'hésitez surtout pas à nous dire que tout est bon. Salut la Luca, salut Alex, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Et puis, voilà, on va pouvoir commencer dans quelques instants. Donc, je suis en train de vérifier en même temps. Donc, du coup, effectivement, ça part. On a les premiers participants qui sont là, c'est cool. Je te confirme que côté Twitch, c'est fonctionnel aussi. Ah bah super, je pense que je vais vous laisser déjà vous présenter d'abord. Vous dire merci d'avoir aussi accepté mon invitation. Ça fait plaisir de vous avoir les amis. Et puis, je vous laisse avancer là-dessus. Ok, eh bien, déjà merci pour l'accueil. Enchanté avec grand plaisir pour l'invitation. Et clairement, bonjour à tout le public LinkedInien et Twitch, parce que c'est la première fois qu'on fait un multistream de notre côté. Donc, il y a pas mal de petites technicités. On ne sait pas trop à quel point ça va être facile ou non à gérer, mais on est là et on a plein de choses chouettes à vous raconter. Pour un peu de contexte, moi c'est Lucas, j'adore faire de la recherche, en particulier en web. Plus récemment, je me suis mis à enseigner. Je fais pas mal de pentest, je suis un fou de DevOps, de cloud. Et que dire? Ouais, voilà, on s'amuse, hein, on fait du pentest, on casse des choses, des confs, pas mal de petits outils open source pour la commu. Daily life of a pentester, j'ai envie de dire. Pentester hardcore, tu veux dire surtout. Passionné hardcore, passionné hardcore. Pentester hardcore, on sait Une qu'on est version dans un monde France. où il y a des géants et des géants C'est parmi les vrai. géants, et du coup, C'est vrai, je te rejoins parfaitement là-dessus. Et puis Alex aussi, si tu veux te présenter. Ouais, salut. Merci à Hamza pour l'accueil. Écoute, moi je suis Nishacid. Je suis pentester aussi. J'enseigne pas ou pas encore. J'ai été par contre un élève de Luca pendant une de ses formations. Et je suis aussi accessoirement staff sur RootMe, une plateforme de hacking, on va dire. c'est marrant. Moi, j'aurais clairement dit staff sur Outme et accessoirement pendant 2 jours dans ta vie, t'as été élève, mais c'est gentil, Alex. Et merde, c'est gentil, je suis. Et allez, super. Et d'ailleurs, je Génial, rebondis il n'y en sur aura un pas petit d'autres. truc très intéressant, c'est la partie formation. D'ailleurs, Mhm. bon, j'ai vu le contenu de la formation de Luca. Perso, bon, vous me connaissez, le web, c'est pas ma force. Du coup, je cherchais une formation. J'ai eu une première. Le premier qui m'a parlé de ta formation, c'est Euz, c'est Mathieu, bio. Ouais. Et ensuite, j'avais creusé un petit peu. Effectivement, c'est une formation super intéressante. Et je pense que dans le monde francophone, on n'a pas assez de bonnes formations et c'est bien d'en parler. Donc, du coup, je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui s'intéressent au vrai pentest web et qui s'intéressent vraiment à monter en compétences. Je pense que tu peux partager si tu as un petit lien ou tu veux en parler vite fait. Je pense que ça peut être très intéressant pour tout le monde aussi. Ouais, ouais, carrément, je pense qu'on pourra partager les liens à la fin, mais l'idée, clairement, c'était pas, bon, c'est forcément dit comme ça fait faussement humble, mais l'idée, c'était pas pour devenir pour balancer de la formation comme ça. Ah oui, Moi, je suis chaud qu'on parle un petit peu déjà de passion, qu'on se montre des trucs. On a prévu des petites démos, on a prévu des petites choses chouettes pour vous. Euh, ouais, je pense qu'on peut essayer, si ça te va, bien sûr, de bien sûr. recalquer le plan qu'on avait un peu travaillé, même si c'était sommaire. Bien Parce que sûr. pour le coup, moi, ça me gêne de juste balancer des liens comme ça. Non, c'est bon, quand c'est bien, il faut le dire, et quand c'est de la bonne qualité, il faut le rappeler. Et puis, on n'est pas encore. Je pense qu'on parle pas toujours des bonnes choses, on est plus à critiquer plutôt qu'à dire bravo. Et je tenais à te le dire perso, je l'ai dit en privé, je le redis, tu fais de la super bonne qualité en tout cas. Et Et donc, bah, du ça me coup, va je droit pense. au cœur, Hein. mais je suis chaud qu'on montre de la qualité avant d'essayer de vendre nos petits pains. Allez, bah vas-y. Du coup, on va commencer déjà par parler un petit peu de méthodologie de recherche de vulnérabilité. Bon, c'est un peu différent du monde qu'on peut retrouver traditionnellement dans le côté infra. Donc, je pense que tu es beaucoup plus spécialisé sur la partie web qu'autre chose. Bon, j'aimerais bien aussi.
tu nous parles un petit peu des méthodologies, ce qu'il en devient aujourd'hui, avec toutes les technos qu'on retrouve sur du front, sur du back, donc qui sont un petit peu plus, on va dire, frameworkés, un petit peu plus commercial qu'autre chose. J'aimerais bien avoir ta vision là-dessus, sur la partie recherche de vulnérabilité. Je ne parle pas d'XSS et d'injection SQL traditionnelle, mais je parle vraiment de vraies recherches. Donc, j'aimerais bien en savoir plus venant de quelqu'un qui fait que ça et qui a passé plusieurs années à creuser dans ce domaine. Ok. Bon, du coup, je fais beaucoup de recherches, mais c'est clairement pas c'est pas à 100% de mon temps, hein, je vais être honnête. Par contre, clairement, c'est suffisamment une passion pour poncer le sujet un maximum. Ensuite, tu demandes enfin pas des conseils, mais comment ça se passe, point de vue méthodo, point de vue frameworkisation, on va dire, du web. Et je vois que ta frise, mais on va continuer à meubler parce que c'est le jeu. Concrètement, c'est vrai que moi, je réalise, je constate que ces dernières années, il y a de plus en plus de frameworks, que ça s'étoffe, qu'il y a la complexité du code qui continue à augmenter, la taille des codebases qui continue à augmenter, et on va clairement pas vers une diminution de ce gros foutra qui est l'intégralité de nos guides, de nos repos, de nos librairies qui dépendent de librairies qui dépendent de librairies. Donc, clairement, il y a un certain besoin d'automatisation, un certain besoin de step up en méthodologie, parce que prendre le temps de prendre quelques fichiers sources, de code source et de les analyser, ce qu'on pouvait faire avant, ce qui pouvait être manuel, ça commence à devenir vraiment complexe. À mon sens, maintenant, il faut du tooling, il faut du tainting pour analyser le code, il faut des listes ou en tout cas des moteurs un peu à la CodeQL, à la SEMgrep et j'en passe. Il y a trop de diversité pour pouvoir faire ça à la main. Et par contre, il y a quand même cet entre-deux où si on fait que du manuel, on est quand même bloqué si on fait que de l'automatique, pardon, on va quand même choper tous les points un peu classiques d'injection, les fonctions dangereuses. On est vraiment tous les deux. Excellent. On C'est va bon. choper tous les points un petit peu dangereux du code. Rebonsoir qu'on a. Et c'est là où il y aura quand même ce côté maîtrise et cette partie manuelle qui va être nécessaire pour chaîner tous les petits bouts de code vulnérables, tous les maillons, toutes les primitives d'attaque qu'on a trouvées. Parce que c'est bien beau d'avoir quelques failles vulnérables ou quelques bouts de fonctions dangereuses. Si on n'arrive pas à les atteindre avec des inputs particuliers, si on n'arrive pas à mettre en place des scénarios un petit peu plus tricky, eh ben, au final, on n'a jamais que des bouts de failles et rien de bien avéré. Donc clairement, de l'outillage à balle, et derrière un peu de manuel pour essayer de comboter tout ce qui a été trouvé côté outillage. Et je présume que tu vas essayer de faire une réponse avec les 1 minute de fin d'écoute que tu as eu, si tant est que ton réseau soit revenu. Et je pense Et que tu nous entends encore moyennement. Alex, tu as envie de compléter un peu la réponse peut-être? Non, non, moi je suis d'accord avec toi, mais il y a un point qu'on oublie souvent aussi, je trouve, c'est vraiment de comprendre l'appli. Plein de fois, j'avais essayé de faire un peu de recherche de vuln et juste je lançais des outils un peu comme ça et j'essayais de compléter manuellement. Et en fait, juste le fait de comprendre l'appli aussi que tu vas aller taper, ça va être vachement. Enfin, moi, je sais que je passe enfin, des fois, il y a des heures juste à juste utiliser l'application et essayer de la comprendre pour pouvoir avoir. Au moins, tu es dans le code et tu perds moins de temps de ah tiens, ce call-là, je l'ai vu dans telle feature de l'appli, je sais où taper pour telle vue, etc. Enfin, Mmh. je trouve qu'on le C'est clair que ça néglige aide. assez. Ça aide, après ça dépend aussi quel type de faille on cherche, sur quel type de Ouais. après, framework ou pas. Si c'est du business logic, si c'est vraiment des failles purement techniques. Parce que bon, s'il y a une application qui commence à être vraiment bien harden, bah, ça sert plus à grand chose de lire le code. Il y a toujours des failles, hein, mais ça devient utile de voir les failles logiques, les failles métiers, que Conda va se après, faire un plaisir d'étoffer, je après, présume. tu vois, on en a discuté longuement, moi et toi, par rapport aux failles logiques, à la business logic, qui sortent un petit peu du cadre des vulnérabilités traditionnelles qu'on va avoir. Je ne sais pas si tu as quelque chose de spécifique à dire sur ça, parce que bon, moi, la plupart de mes pentests, j'axe beaucoup plus sur la business logic que sur les vulnérabilités traditionnelles, vu que SQL, XSRF, CCRF, XSS, etc., etc. Aujourd'hui, bon, c'est assez mitigé, il y a beaucoup de WAF qui bloquent les choses. Donc il y a beaucoup vraiment de mitigation où il y a une certaine étanchéité aussi qui est mise en place qui évite une exploitation en chaîne ou avancée, bien sûr. Et donc du coup, l'idée aussi, c'est vraiment avoir ton retour par rapport à la partie business logic. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose d'intéressant à creuser entre autres? Ah bah, je suis convaincu que c'est intéressant, je suis convaincu que c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Mais clairement, il y a une nécessité d'avoir des gens compétents là-dedans et une fois de plus, ça dépend vraiment des cibles. Il y a des applis, en PHP, ça sert à rien de s'embêter à aller faire de la business logic error si on peut aller taper une RCE, donc exécution de code,
à distance très vite. Et il y a des applications vachement plus complexes Mhm. où là, par exemple, si on prend un scope de bug bounty où tout le monde est passé dessus 15 000 fois, par exemple, si on prend des scopes à la Atlassian, à la PayPal ou autre, il va rester quelques vraies failles techniques, forcément, parce qu'il y a des code bases énormes. Mais à côté de ça, il y a tellement plus de bugs à trouver et forcément du coup de tunasses à générer avec une compréhension fine du système et de ce qu'impliquent les différentes actions pour aller déceler des petits bugs de logique qu'un scanner ne trouverait pas parce qu'il faut un peu de créativité, il faut un humain derrière pour essayer de chercher des choses. Forcément, on peut toujours automatiser jusqu'à un certain point, mais c'est très dur de transcrire des failles logiques en recheck automatisé, je pense. Et il y a vraiment un réseau éclaté. Bon, alors du coup, on est chez le boss et on take over le stream. C'est terminé. Ah, il a été joueur. Ouais. Du coup, donc, Bon, clairement, il y a un stream offense intérêt skill, au... du Ok, coup. bah, c'est parfait. Hein. Donc, ça rejoint un petit peu. Pardon? Ah, gros, t'as des soucis réseau d'une complexité... Ah, bon. Ouais. Petit bug de connexion, donc je suis pas chez moi, donc on en avait discuté. Donc du coup, vous m'excuserez, parfois ça coupe. Le live est vôtre au cas où ça coupe. Donc vous êtes tranquille. Donc du coup, je pense que j'aimerais bien te poser une question que mes étudiants en formation, ou même quand je suis en prestat, on me demande certaines questions. Bah, la plus La fameuse question. c'est comment Alors, Conda, ça à si faire tu de la m'entends, je pense que le plus vicieux va être de couper ton flux vidéo. Ouais, ça va être terrible pour eux. par quoi je commence, par exemple. Ok, donc j'ai entendu que la fin et je présume que la question c'était pour faire de la recherche de vulnérabilité, par quoi est-ce que je commence? C'est super dur de dire ce qui marche ou ce qui marche pas comme ça de but en blanc. Alex, est-ce que tu veux dire peut-être toi les fois où tu as essayé d'en faire un peu, ce qui a pu au début te bloquer et ensuite ce qui a pu te débloquer et moi j'essaierai d'étoffer par-dessus? Avant ou après la formation offense skill? Bah avant, l'idée c'est de faire un peu un storytelling de qu'est-ce qui était complexe au Euh, début, qu'est-ce qui a pu être aidé par la suite. alors avant, ce qui bloquait pas mal, c'était l'expérience, parce que, enfin, avant de faire de la recherche de vulnes dans le code en white box, on va dire, il faut quand même en avoir fait un petit peu en black box pour savoir comment exploiter un peu toutes les vulnes qu'on cible au moins. Donc ça, là, au début, je manquais d'expérience. Après, j'avais aussi du mal sur les langages parce que par exemple, je sais que j'avais essayé de faire de la recherche de vulnes sur des applis en Node et que je suis mauvais en JavaScript. Du coup, bah, je sais qu'il faut plus cibler sur les langages qu'on connaît. Et après aussi l'outillage. En fait, l'outillage, j'avais pas du tout d'outils. Moi, j'étais là en mode bon, bah, je vais ouvrir un fichier un peu au hasard, essayer de lire les fonctions et trouver quelque chose qui me semble exploitable. Et après la méthodologie, donc je sais pas si vous en parlez après, Lucas, par exemple, ou lors des démos de source et sync, tu vois, pas typiquement, Hmm. c'est tout bête, mais ce genre de truc-là, il faut le savoir. Et donc, ouais, il y a pas mal de choses qui manquent. Et donc, du coup, je recommanderais de cibler des langages qu'on connaît, de connaître les vulnérabilités avec un peu d'expérience en black box et d'avoir un bon outillage. Bah, je vais complètement aller dans son sens, hein. Concrètement, même si on se prétend intelligent parce qu'on est des hackers et tout, on peut pas réinventer ce que des gens ont mis des années et des années à trouver, à créer, à établir comme théorie, comme système d'attaque, comme type d'attaque ou de scénario. Donc, à mon sens, les premières choses à faire pour commencer la recherche, c'est bouquiner, lire énormément de choses. Quand on regarde un chercheur dans n'importe quel domaine, maths, physique, et vulnérabilité, bah, il faut commencer par de la veille techno. Tiens, je vais m'attaquer à tel langage ou à tel framework. Bon, bah, je vais prendre 3 jours, une semaine, 2 mois, suivant la complexité du sujet, pour vraiment poncer, lire tout ce qu'on peut sur des write-ups, des failles similaires, des failles du langage, quelles sont les protections qui ont été mises en place, est-ce qu'elles ont été bien mises en place, quelles variantes il pourrait rester dans un framework ou dans un langage. C'est vraiment juste faire un gros état des lieux de qu'est-ce qu'on peut trouver. Et ensuite, une fois qu'on sait ce qu'on peut trouver, ben, on va commencer à chercher un petit peu et on va se dire, tiens, j'ai tel type de faille qui pourrait être exploitable, mais il me manque tel prérequis.
Bon, bah, c'est pas grave, je commence à noter. On continue, tiens, j'ai tel petit bout de truc qui dépasse, mais il me manque tel prérequis. Et des fois, 2 semaines, 1 mois plus tard, peut-être qu'on aura fait d'autres choses entre-temps, on aura fait une rando, on aura fait, je sais pas, un peu de montage vidéo, n'importe quoi, juste un truc pour se changer, les la tête, changer les idées. Et en revenant dessus, on va se dire: «Ah putain, là j'ai un petit bug, ça me donne une primitive». C'est pas un bug, mais juste ça me rend tel bout de code accessible. On relit les notes et on se dit: «Ah tiens, en fait, ça va super bien comboter avec ce qui avait été trouvé, il y a 3 semaines, 1 mois». Mhm. Et du coup, petit à petit, on finit par, enchaîner toutes ces petites trouvailles et on finit par, avancer et avoir des choses un peu plus complexes. Mais forcément, il y a une phase de recherche, et de documentation énorme au début. Il y a une phase de méthodologie, non pas sur quel type de failles, mais comment est-ce qu'on les détecte. Il y a, même pas sur les types de failles, il y a toute une partie sur comment je vais interagir avec, le serveur, web ou n'importe quel bout de logiciel en fait, n'importe quel programme et ensuite il y a comment détecter, à mon sens, les interactions, néfastes ou les comportements bizarres d'un programme. Ça, c'est à mon sens la partie qui pêche le plus. C'est que tout le monde va vouloir se set-up un framework, un WordPress, un Drupal, un je sais pas quoi, mais ils vont essayer d'attaquer un plugin ou le core, mais pour les plus, téméraires, mais sans avoir essayé, d'instrumenter le code. Donc en fait, on peut essayer de mettre des coups d'épée autant qu'on veut et peut-être qu'on va déclencher des comportements bizarres, anormaux ou exploitables. Mais tant qu'on n'a pas trouvé un moyen d'identifier ce que c'est qu'un comportement bizarre ou exploitable et qu'on n'a pas trouvé un moyen de les détecter, de les reproduire, de loguer tout ça, bah, on est aveugle en fait. On est complètement aveugle. C'est du temps, où on s'amuse, mais on n'est pas forcément efficace Exactement. et Et je ça te peut être rejoins très parfaitement démoralisant. là-dessus. Et je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de voir aussi comment ça se passe concrètement. Donc, c'est-à-dire step by step, sur un exemple, bon, la théorie, c'est cool, mais moi aussi, j'aimerais bien savoir de manière plus approfondie. Je t'en ai parlé de mes faiblesses d'ailleurs sur cette partie-là. Je Mmh mh. pense que tout le monde aimerait, parce que ça reste assez exotique. On parle de recherche de vulnérabilité, mais on ne sait pas concrètement, par exemple, comment le faire pour la plupart des gens qui commencent dans le web, surtout dans le web. Parce que bon, il y a de tout. Tu as parlé de rapports, on trouve des rapports de bug bounty, des rapports de vulnérabilité, etc., etc. Mais on ne sait pas forcément quelle est la méthodologie qui a été suivie pour trouver une vulnérabilité. Je pense qu'il y en a une que tu as déjà présentée dans une de tes formations, qui avait l'air très Il y en a intéressante. Je sais pas plein, si il y en a tu nous la plein. présentes. Avec grand plaisir. Du coup, je pense que je vais passer la main à Alex pour la partie démo. Vas-y. Mais en tout cas, la préparation, de cette formation, Alex, je te laisse commencer le partage Mhm. d'écran, hein, Ouais, ça je marche. meuble. L'idée générale, de cette chose que j'essaie de mettre en place, c'est de prendre des tout petits groupes pour, vraiment mettre le pied à l'étrier et faut commencer petit. Faut pas commencer en se disant: «Super, on va aller chercher des failles dans le cœur de WordPress ou un framework en Golang, un langage plutôt sain de base». Ça ne va pas bien se passer. Par contre, prendre un outil en PHP qui a 50, 100 stars ou des fois juste 2 000-3 000, quelque chose qui a de l'ampleur, qui a une codebase plutôt grande, mais qui va avoir, un certain nombre de code smells et ça, ben, regardez sur le site de CVE de votre, choix, donc du CVE Details, du MITRE, du ce que vous voulez. Regardez un petit peu ce qui tombe, juste pendant 2-3 semaines, essayez de prendre le temps de le lire ou de trouver des outils pour faire un peu des stats sur, quels sont les logiciels qui se sont pris le plus de CVE dernièrement, qui ont des technologies qui vous intéressent parce que la meilleure manière de continuer à avancer, c'est de faire quelque chose qui vous plaît quand même et Ouais. ensuite et bah, se monter un lab en local et essayer de mettre un petit peu de logging, un petit peu de debug, un petit peu de visibilité et plus on a, un lab complet, fonctionnel, reproductible et avec du log, plus on peut jouer avec et donc là, moi, c'est cette partie-là que j'ai essayé d'abstraire, pendant le début de formation. C'est: «Bonjour, les amis, faites ce git clone, faites docker compose up et paf, vous avez un lab avec tout à l'intérieur pour commencer à jouer» et l'idée, c'est de parler, une 1re matinée sur de la méthodo, de l'outillage, des choses comme ça. Concrètement, je pense qu'ils finissent la première matinée avec, le crâne bourré d'informations, genre trop, On m'a overdose. dit. Ah Ouais, bah, on beaucoup m'a C'est trop. dit, ça. hein. Ah bah, il en faut pour leur argent, J'ai eu l'information. c'est ça Mmh. et ensuite, il y a 2 jours et demi 1 jour et demi de, travailler, essayer de faire des pistes, essayer de laisser un peu tout ça décanter et capitaliser là-dessus et surtout faire beaucoup, beaucoup d'échanges et d'entraide entre les joueurs. Donc là, la faille qu'Alex va vous montrer, faut pas se dire que c'est une personne, c'est vraiment le résultat de la collaboration de 4 personnes. Bon, il y a pas eu pendant le problème de recherche, il y a eu, je pense,
de RCE, 3 lectures de fichiers arbitraires, une écriture de fichiers, un bypass d'autant, une élévation de privilèges, genre plein de Une choses. SSRF, des JWTFL, enfin, Ouais, faut ouais, il y a eu tout ce qu'il fallait parce qu'il faut prendre un lab adapté pour se lancer. Faut pas juste se foncer contre un mur, quoi. Mais ce qu'on vous montre, c'est une personne qui a dit tiens, je pense que là c'est pas ouf. Une deuxième qui a dit ah, je pense que je commence à atteindre. Et la troisième qui a dit ah, j'ai une idée de payload qui arrive à contourner le premier filtre. Bon bah let's go, on avance et voilà. Alex, je me tais, je te passe la main. Ouais, non, mais j'en voulais rebondir aussi sur tes labs. Moi, ce que j'avais trouvé cool, c'est qu'en fait, t'as 6 ou 7 labs, un truc comme ça, et avec des langages et des technos différentes. Du coup, en fait, on prend sur quoi on est à l'aise. Moi, je sais que j'ai vu du PHP, je suis vite parti dessus, mais il y a du Perl, il y a d'autres trucs, enfin, il y a du Lua, je crois aussi. Enfin, il y a vraiment il y en a pour tous les goûts. Donc ça c'est cool aussi de se lancer dans quelque chose sur lequel on est à l'aise. Donc nous on s'était lancé, alors du coup on était à l'unanimité, mais je crois que tu peux avoir plusieurs élèves qui se lancent sur plusieurs labs, il me semble. C'est toujours plus Voilà. sympa pour la synergie et pour le brainstorm qui est tous les élèves sur un même lab. Après, oui, si vraiment il y a deux groupes qui veulent faire des choses opposées, c'est pas forcément problématique. Ça veut dire que chacun va faire un petit retour d'expérience sur les technos qui ont été testés et que donc il y en a qui n'auront pas forcément d'overlap sur ce qu'ils vont chercher, mais il y a toujours des informations à prendre et concrètement, une SSRF dans un langage ou un autre, c'est relativement la même. Une injection de code, pareil, une SQLI, pareil. Il y a des choses qui sont très spécifiques à certains langages, mais il y a toujours moyen de retrouver des patterns en commun et justement de parler des spécificités de l'un et de l'autre. Et encore mieux, quand on se dit tiens, mais c'est tel type de faille qui est propre à ce langage, est-ce qu'il n'y a pas moyen de bidouiller pour la porter sur l'autre? Et là, c'est là où on commence à faire des chocs à pic un peu. Ouais. Régale-nous, Donc Alex. non, mais alors du coup nous on était sur le groupe, on était parti sur Marche Courrier. C'est un éditeur qui permet d'envoyer des mails, des documents, quelque chose d'open source. Enfin, c'est open source, c'est du PHP. Forcément, sinon on serait pas là. Mais du coup, on était quatre dessus. Et on a trouvé, comme a dit Lucas, plusieurs RCE, pas mal de FileWrite, des file read, des SSRF. Hein. On l'a un peu, voilà. Et on a remonté les vulnérabilités, en tout cas pour une partie. C'est en cours. Celle qu'on va vous présenter, elle est normalement patchée. On va pas vous montrer les autres qui sont en cours de patch. Donc ça a été patché par l'éditeur. À On les savoir qu'on a s'est une fois de plus relativement fait ghost par l'éditeur, hein. Donc on comme parlera d'habitude. peut-être après si tu nous Ouais. Ouais, mettons je les mots comprends. Conda, parler des process de disclose et du bon vouloir de certains éditeurs. Ils ont été corrects, mais ils n'ont pas été aidants. Ouais. Ils ont été ok tiers. Alors du coup, juste rapidement pour vous donner une idée de l'application, parce qu'on va aller dans le code juste après, pour vous donner une idée visuelle de ce qu'on va auditer. Dans les paramètres de l'application, en tant qu'administrateur, on peut modifier l'éditeur de documents qui est utilisé pour visualiser et éditer les documents dans l'appli. Donc on a du Java, l'OmniOffice, et on peut configurer du collaborateur online. Et donc pour ça, on a à avoir une URL de serveur, un port, jeton d'accès, autorisation, ça c'est optionnel. Euh, et du coup, quand on va l'éditer, il va enregistrer ses paramètres et après il va envoyer une deuxième requête de vérification de validité, enfin en tout cas de fonctionnalité. C'est pour ça qu'on va dire que cette RCE, enfin en tout cas cette injection de commande, elle est en second order, c'est-à-dire qu'elle se passe en deux requêtes. Il y a une requête où on va on va planter notre bombe, on va dire, et il y a une deuxième requête où on va activer cette bombe, ou en tout cas ce payload. C'est pas le Donc, meilleur moment pour parler de bombe. On va planter la payload. ouais, C'est non, c'est dit comme pas ça. très cool. Oui, on va planter la Oui. payload. Donc en gros, il y a une méthodologie, il y a plusieurs méthodologies, mais une principale dans l'audit de code, ça va être de chercher, ce qu'on appelle les sources et les sinks. Je vais pas rentrer dedans en détail, mais après c'est pas forcément compliqué, mais faut imaginer un peu l'application comme une entonnoir, comme un entonnoir. Et ce qu'on va appeler la source, ça va être l'entrée utilisateur, et ce qu'on va appeler les sinks, ça va être les fonctions qu'on va chercher à atteindre. Donc potentiellement, nous, de notre côté, les fonctions qui sont intéressantes en PHP, par exemple, genre shell exec, system, et cetera, les commandes qui peuvent
en tout cas les fonctions qui peuvent nous permettre d'avoir des exécutions de commandes. Après, ça peut marcher avec tout, hein, cette méthodologie. Ah, Tamza qui Classique. Pro et tips, du coup, Source and Things pour les viewers. Live Overflow a fait la meilleure vidéo ouais. du monde. C'est ultra pédagogique, ça explique vraiment parfaitement Mmh. le Donc du concept. coup, vidéo de Live Overflow Source and Sync, mais du coup, nous, on va penser à entonnoir, c'est-à-dire qu'on va chercher où notre input utilisateur va arriver en tout dans quelle fonction. On peut aussi le faire à l'envers, c'est-à-dire qu'on cherche des fonctions directement, ce qu'on va faire, et on va essayer de remonter l'entonnoir pour retrouver quel input utilisateur est arrivé dans cet entonnoir-là, on va dire. Du coup, on va utiliser classique grep. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit outil utilitaire sous Linux qui permet de faire de la recherche de patterns dans des fichiers. Et Zoom un du coup, tout petit peu si tu veux bien. ouais, ça marche. Et il y a quand même une Hop. petite question que je prends au vol. Neolexec qui dit quand savoir quel sens choisir. Tu réponds, je réponds. Les deux peuvent être adaptés, mais si tu as une réponse plus détaillée, je t'en prie, vas-y. Complètement. Pour moi, c'est plus qu'un entonnoir, c'est vraiment le jeu de link the dots. C'est vraiment relier les points. Donc je prends je prends les bouts de code qui ont l'air dangereux, je prends tous les endroits que je peux atteindre. Et soit je vois qu'il y a un lien facile en partant de ce qui est le plus dangereux et qui est atteignable avec juste un ou deux appels de fonctions enchaînés, soit je me rends compte que ça, vraiment, ça a l'air compliqué parce que c'est des appels de fonctions à 15, 20 enchaînements. Et dans ce cas-là, bof, dans ce cas-là, j'ai plutôt essayé de regarder tout ce que je peux inonder en termes d'input et regarder jusqu'où ça arrive à atteindre avec du coverage, avec les deux approches sont OK. Ça va vraiment dépendre des technos, ça va vraiment dépendre de la taille de la code base aussi et d'à quel point c'est chiant de tracer dans certaines fonctions. PHP, tu as du spaghetti Ouais. code, c'est horrible. Java, tu as la réflexion aussi. Bon, si tu es dans du C++, si tu es dans du Golang, tu contrôles clic, tu sais d'où ça vient, tu peux faire des xref, ça se fait bien. Ça dépend vraiment. Voilà. Du coup, comme j'ai dit, on va utiliser grep, hein, il peut y avoir des outils beaucoup plus avancés que grep, hein, il y a Sysdig, SameGrep, etc. Mais pour faire une première passe, on se dit: «Tiens, je veux voir à peu près, en gros, qu'est-ce qu'il y a dans l'application». J'utilise grep, donc on va mettre, pour les arguments, on va mettre un peu de couleur pour que ce soit plus joli. On va aller chercher dans les fichiers PHP, donc il y a d'autres fichiers dans lesquels on peut chercher, mais là, on a envie de se focus sur des fonctions PHP. Et donc en récursif avec une regex, on va chercher toutes les fonctions PHP qui peuvent être intéressantes à aller chercher. Alors il y en a beaucoup d'autres. Là, c'est directement pour des syncs directs d'exécution de code. Donc on a du système qui appelle directement des fonctions système, shell exec, etc. Et je rajoute un petit pipe grep pour avoir un petit dollar pour les variables qui sont dans ces commandes-là. Parce que des fois, si c'est juste un système de ID, c'est pas contrôlable. Nous, on va chercher à avoir une entrée utilisateur, donc une variable qui est potentiellement contrôlable. Je lance ce grep. On peut même voir avant de regarder en détail, on voit qu'on a 174 résultats. Ça peut être un peu gros, donc ouais, ça prend du temps la recherche de vuln, c'est sûr. Nous, ce qui va nous intéresser, on va essayer de chercher des commandes qui peuvent être intéressantes. Donc typiquement, celle-là, ça peut être intéressant. On va essayer de remonter, voir qu'est-ce que cet argument PAF, parce que si on arrive à l'échapper, on peut exécuter directement des commandes shell. Il y en a plein. Ça peut-être un peu moins, il y a du faux positif, mais bon, globalement, on va aller chercher les fonctions directes comme shell exec. Alors, nous, celle qui nous intéresse, c'est celle-ci de ce document-là. On va aller voir un peu plus près. Fonction. Voilà. On a un Pareil, je t'invite à fichier. zoomer un peu ton IDE. Ouais. Genre Ouais, deux On voit pas contrôles trop plus. bien. voilà. L'habitude de streamer en mettant des trucs Ouais. illisibles. Non, mais T'inquiète. t'as raison. Donc là, on a un fichier PHP qui a une classe document editor controller. Ça nous rappelle l'édition de documents qu'on a vu tout à l'heure dans l'interface visuelle. On a une fonction qui est déclarée qui s'appelle isAvailable, qui va exécuter une commande netcat pour faire un statut pour voir si, en tout cas, notre serveur est atteignable, qui va prendre un argument, un URI et un port. Ça nous rappelle totalement ce qu'on a vu ici, un URI et un port. Je zoome un petit peu. Ensuite, il enlève dans l'URI tous les slash qu'il trouve. C'est pas trop gênant pour notre injection de commande, on peut faire sans.
Mais jusque-là, à part ça, il n'y a aucun filtre sur notre input utilisateur. Mais on ne sait pas si c'est vraiment un input utilisateur, parce qu'on l'a vu peut-être dans l'application, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient, on ne sait pas s'il y a des filtres avant, s'il y a des contrôles avant. Donc on va essayer de remonter dans l'entonnoir. Donc là, on est tout en bas, on est au sync qu'on appelle, donc la fonction shell exec. On voit du coup que ces arguments, enfin, en gros, il déclare cette fonction qui prend certains arguments, mais on ne sait pas exactement où ils sont donnés et s'il y a une vérification qui est avant. Du coup, on va essayer de regarder un peu plus dans l'application où cette fonction isAvailable est appelée pour voir si ce sont vraiment des inputs utilisateurs ou si c'est des variables prédéfinies avant. Excuse-moi, Alex, je vais te Vas-y, poser une question de plus d'ordre fonctionnel, bon, plus pour c'est dis-moi. des questions que j'ai moi en tant que formateur. Comment tu structures ces informations pendant que tu fais tes tests? Est-ce que tu prends des notes? Est-ce que tu fais des mind maps? Est-ce que c'est juste comme ça au pif? Je suis curieux de savoir sur ta façon de faire à toi, pas de celle de Luca parce que je sais Ouais. déjà comment tu es, mais toi particulièrement dans ta phase d'apprentissage pour arriver à ce résultat. Je pense que beaucoup de personnes parmi les gens qui nous suivent dans le live sont intéressés par ton expérience et par ta méthodologie, parce que c'est ça, je pense, qui va être le plus intéressant pour eux pour structurer leurs approches. Et bah écoute, je prends des notes. J'ai souvent un petit fichier, un markdown que j'ouvre à la racine du projet. Okay. Et j'essaie de noter avec certains résultats, certains bouts de code, certains noms de fichiers, là où je vois des choses qui apparaissent. Mhm. Je suis vraiment pas très structuré, je fais pas de mind map, je fais pas de je prends vraiment juste un peu des notes à la volée dans un markdown. Heu, bon, certains ont des meilleures prises de notes, moi je suis assez minimaliste là-dessus. Des fois je regrette et parfois je prends des screens, quand j'ai besoin de vraiment noter un truc, je prends un screen, je m'entoure un petit bout en rouge, je fais des flèches, ça me permet de me rappeler sur, quelque chose, si jamais je reviens, 2 semaines après. Je fais pas grand chose de plus. Bah, parfait. Merci beaucoup. Voilà, donc on va essayer comme je disais de remonter dans l'entonnoir, on va essayer de voir où cette fonction isAvailable est appelée, voir si on peut contrôler un input. On a, 2 nouveaux fichiers, donc là on était dans document éditeur contrôleur, donc là c'est la déclaration de la fonction. On voit qu'on a d'autres déclarations de la fonction, mais peut-être pas dans la même classe. Donc on a collaborator online et OnlyOffice controller. Donc on retourne sur l'application, ça nous rappelle OnlyOffice et collaborator online. Toujours se remémorer un petit peu l'interface Classe. graphique qu'on avait. Donc on a collaborateur online. Ok. Du Ah coup, oui, tu je peux vais ouvrir un mute nouveau ta fichier. vidéo de démo. Je Tu pense peux que t'as mute juste une te vidéo. lancer ta vidéo de démo sans le vouloir. Ou alors il y avait un écho, je sais pas. Non, il y avait un écho. Il n'y avait pas de son Ok. sur la vidéo. Du coup, on va ouvrir un de ces deux fichiers, peu importe lequel, de toute façon, ils semblent à peu près pareils. Donc, on va ouvrir par exemple collaborator online. Donc, hop, l'ouvre dans code. Et là, on a un fichier qui est un peu plus gros, donc pas besoin de faire de la recherche, on tombe direct dessus. On tombe sur la fonction qui est appelée. Donc, on a une fonction qui est définie, et ici, on a une fonction qui est appelée avec la classe document editor controller qu'on a retrouvé juste ici. Donc là, en gros, il va vérifier si l'URL, l'URI et le port sont available, donc il n'y a toujours pas d'entrée, enfin en tout cas de filtre sur notre fonction. Donc en gros, c'est des là on a les deux entrées ici, qui viennent de la requête en gros. On va pas remonter tout en haut, mais c'est des requêtes qui sont préparées, et en gros on a juste il prend juste des requêtes, enfin des paramètres de notre requête HTTP. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus en détail l'exploitation et le fonctionnement de l'application dans Burp, pour visualiser un peu mieux les requêtes et ce qui est envoyé. Alors, j'ai juste besoin de me refresh un token. Mhm. Tiens, hop, ça va être bon. Voilà. Hop. Donc là, typiquement, on a un cas d'utilisation classique de notre requête, que quand on va modifier ici l'envoi de documents, on a l'URI, le port, le token et l'entête d'autorisation qu'on retrouve
dans Burp, donc là on a tout Java, OnlyOffice et collaborator, mais nous ce qui nous intéresse ça va être OnlyOffice. On a l'URI, le port, etc. Donc là on peut modifier, on peut mettre notre serveur. En gros, ça va nous connecter à un collaborator et un OnlyOffice. Donc ça c'est une utilisation assez légitime et classique. Par contre, nous ce qu'on va pouvoir essayer de faire, ça va être de prendre cette source-là, donc notre entrée utilisateur, pour essayer de tomber tout en bas dans le netcat et essayer, par exemple, si on contrôle cette variable-là, de par exemple modifier et faire un point virgule pour couper la commande et de mettre un ID par exemple pour exécuter notre commande shell ou un curl, etc. Hop. Donc j'ai déjà préparé la requête malveillante. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la requête comme je disais juste avant. On va couper la commande netcat, mais on va garder le numéro de port. Donc ça, on s'en est aperçu au moment des tests, c'est que en fait la commande n'allait pas du tout être exécutée, ça allait planter si on mettait pas au moins le numéro de port après, parce que sinon il allait chercher le port et ça allait juste faire planter l'application et nous, notre commande n'allait pas être exécutée. On ferme la commande, on fait un curl avec la méthode post et en données en post, on va spécifier la commande ID du système qu'on va viser et on va envoyer tout ça sur un serveur qu'on contrôle. Donc là, typiquement, c'est un collaborator, donc c'est un service d'interaction réseau qui nous permet de recevoir des données. Donc on peut recevoir des données en HTTP, en SSH, en FTP, peu importe le protocole qu'on va lui spécifier, il va accepter, il va recevoir. Donc, hop, faut juste que je me remette mon token. Donc là, on va envoyer une requête qui est illégitime. Donc jusque-là, on n'a pas de problème. On met en place la configuration avec put. C'est pas ici que c'est vulnérable, comme on l'a vu, c'est à la requête à l'endpoint isAvailable. Donc quand il va vérifier que le serveur est bien atteignable. Quand il va vérifier que le serveur est bien atteignable, donc jusque là on n'a toujours pas effectué notre requête. Et quand on va envoyer ici une requête à available, il va appeler la fonction isAvailable. Donc ça prend un peu de temps parce que du coup il va planter, il va hang. Mais nous, dans quelques secondes, on va recevoir un collaborator qui nous dit qu'on Ah, ça sent l'effet démo. T'as remis les tokens là Non. Flottantes Oui, j'ai remis les tokens. J'ai l'habitude. Quand même pas. Regarde, l'habitude, Si, ça a l'air fonctionnel. Voilà. L'effet domo, Donc c'est nous, on moins reçoit notre requête au collaborator avec l'UID de la machine. Parce qu'en fait, la vulnérabilité est blind, on n'a pas de retour, donc on pouvait pas juste afficher notre commande ID juste en faisant un ID, on était obligé de faire un curl pour exfiltrer la donnée, donc la donnée de l'ID, à notre collaborator. Donc là, on a une requête DNS sur le domaine et notre requête HTTP avec le post. Voilà. Nice. C'était la vulnérabilité qu'on a trouvée qui a été patch, d'ailleurs. Après maintes et maintes discussions avec le... C'était quoi? C'était au bout de 4 mois? 4 mois qu'il y a eu une release? énorme. 5, je sais plus. Et en plus, c'est de l'open source. Oui, c'est de l'open source. Ouais, Voilà. bien sûr, bien sûr. C'est de l'open source. Ouais. Donc là, on avait fait un petit exploit en bash pour dig rapidement. Histoire de pouvoir reproduire Aussi. plein de fois et tester facilement sans Tout à fait. devoir tout retaper en boucle. Ouais. Donc là, je vais juste reprendre un nouveau serveur collaborateur. Tac. Donc là, un bash -x. En gros, je vais relancer mon exploit avec bash -x, ça permet de debug sur bash et de voir step by step ce qui se passe. Donc là, en premier, on enregistre notre token JWT pour l'authentification. Ensuite, il va faire un curl qu'on a vu tout à l'heure avec le put, donc il va mettre en place le payload. Et une fois qu'il l'aura mis en place, on a un message de success et envoyé en curl avec à la requête available qui va appeler la fonction isAvailable et on va encore recevoir notre ID. Voilà. Donc c'est la méthodologie qu'on avait adoptée pour cette vulnérabilité là, c'était de prendre un grep, essayer de chercher. On a vraiment au début
On n'a même pas trouvé cette vulnérabilité avec des outils, parce qu'il y en a d'autres qu'on avait utilisé. On a utilisé certains outils, certains toolings, etc. Là, on a vraiment juste fait un grep, cherché les fonctions qui semblent intéressantes. Alors, bien sûr, on a passé plus de temps, parce que je rappelle, quand on fait notre premier grep, celui-là, on a 174 résultats. On a des choses à à aller chercher avant de trouver, il y a maintes et maintes fois où juste on a dit: «Ah tiens, ça a l'air intéressant». Genre par exemple, celui-là, on peut se dire: «Il est intéressant», et en fait, quand vraiment on va regarder, bah, en fait, l'argument PAF, c'est, quelque chose qui est hard codé, donc on peut pas le modifier, c'est pas forcément notre utilisateur, ou alors il y a des contrôles qui nous empêchent de mettre un payload ou de faire d'escape ce contexte. Donc ça prend vachement de temps avant de trouver un payload qui c'est pas juste on grep, shell exec et on a forcément une RCE, quoi. Ah, ça Bah, c'est tâtonne. justement ça qu'il faut aussi transmettre, c'est qu'il y a du temps derrière, il y a de l'investissement, il y a beaucoup de temps aussi à structurer les informations. C'est, je pense, beaucoup plus une méthodologie que de la technicité. Donc, c'est vraiment de la réflexion derrière qui va permettre d'avoir un acheminement logique. Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que j'en ai parlé de ta formation, Lucas, dès le début, parce que j'estime que c'est pas une formation qui donne forcément de la technique pure et dure, parce que bon, la technique, on sait tous que ça se trouve, mais ça donne aussi une méthodologie de comment aller chercher, et c'est ça qui vaut de l'or aujourd'hui. C'est comment aller chercher une vulnérabilité sur du web. Ça coupe, ça coupe. Ah, ça coupe un petit Ah, peu, ça mais coupe, ça coupe. Tu sens les paquets qui sortent les rames là. Ouais, let's go, la recherche. Ouais. Simple et ça peut aller très très loin. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'on t'a récupéré? Pas vraiment. Yes. Trop de compliments, je ça me coupe, permets exactement. de rebondir sur un commentaire là, Mm. qui parle de collaborateurs. Bon, c'est réservé à la version, professionnelle de Burp, mais il y a un service qui fait un peu la même chose sur internet, qui s'appelle Interact SH, qui est fait par Project Discovery, donc les créateurs de Nuclei, l'outil. C'est sensiblement la même chose, ça va être un service d'interaction réseau qui permet de recevoir beaucoup de protocoles et qui accepte un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que si on va lui faire une connexion SSH, ou si on fait juste une connexion SSH sur notre collaborateur, il va accepter, et nous, il va nous loguer tout ce qui se passe dessus. Si on fait des requêtes DNS, HTTP, FTP, bref, il prend en charge beaucoup de protocoles. C'est un peu comme une sorte de honeypot, on va dire, qui accepte un peu tout ce qu'on lui envoie. C'est pas mal pratique pour la recherche de vulnérabilité, où on est dans un cas où on n'a pas forcément de retour et on ne sait pas si on a réussi à avoir une exécution de commande ou pas. Yeah. Clairement, les outils qui permettent de faire de ce qu'on appelle de l'OOB, Out of Bound Interaction. c'est ça. Donc, en gros, arriver à détecter des interactions de la machine jusqu'à l'extérieur. Il y en a un paquet. Si vous êtes en blind, forcément, bah, il faut avoir un moyen de détecter ça. Donc, vous pouvez vous configurer un serveur DNS de votre côté. Vous pouvez configurer un serveur HTTP, FTP, machin. Interact SH du Nuclei permet de le faire. Un bon netcat en listen sur les ports qui vous intéressent permet de le faire. Un bon TCP dump, même sans rien setup, permet aussi de voir qu'il y a une tentative de connexion. Il y a tellement de méthodes de le faire, et voire même si vous voulez pas vous embêter avec l'extérieur, il y a des outils qui permettent de voir si votre lab en local émet des requêtes. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de setup quoi que ce soit à l'extérieur. Une tentative d'émission sera quand même récupérée, même si vous êtes dans le train et qu'il n'y a pas Internet. Et ça, c'est pas mal. Ça permet d'avoir un temps supplémentaire. Ouais. C'est bien résumé. Et Ok, bah je pense que je peux clore mon partage si tu peux perso. revenir sur le code un tout petit instant, il y a un Ok, truc que ça j'aime marche. bien faire. Ah, tu l'avais déjà fermé? Non, non, Ok, ok. tu vois le code là. Je l'ai vu se fermer, s'ouvrir. Yes, un Ouais, truc que j'avais vas-y, beaucoup aimé vas-y. faire pendant la formation, qui à mon sens a une vraie valeur Ouais, ajoutée, c'est moi c'est qui faire en l'ai fermé. sorte, ah mec, c'est faire en sorte que les gens s'efforcent à faire de la lecture de code à voix haute. En fait, si on se dit bon, voilà, il y a un shell exec et il fait un peu, il met URI, et du coup derrière il récupère de A. Plus on arrive à avoir une espèce de transcodage du code
à du français ou de l'anglais suivant votre langue, plus vous allez réussir à synthétiser la recherche que vous faites et arriver à vous l'expliquer vous-même en fait. On ne comprend bien quelque chose que quand on l'enseigne. Et donc là, si vous arrivez donc à partir des lignes, on va dire 46 à 52, la ligne intéressante, à avoir une lecture qui est du genre 46, on déclare la fonction isAvailable. 48-49, on vérifie si le paramètre URI et port ne sont pas vides. On vérifie si c'est bien des chaînes de caractères. Suite à ça, on va explode, donc on va séparer le paramètre URI sur toutes les occurrences de slash. Donc on se dit qu'on va avoir Toto slash Tata slash Titi. Ben, on aura les 3 mots séparés en tant qu'un array, donc en tant qu'un tableau dans AURI. Et ensuite, on utilise ce même tableau pour mettre les arguments dans la ligne 52, donc dans la commande netcat qui sera à son tour exécutée. Donc déjà, on arrive petit à petit à nettoyer les choses. Et à mon sens, l'autre truc qui est sympa, c'est qu'on nettoie args à 2 reprises, mais il n'y a qu'une fois où on fait le explode. Donc on voit qu'on essaye de nettoyer, on essaye de préparer les valeurs, mais derrière, on va quand même prendre un bout de valeur qui était en haut, qui n'a pas été nettoyé, on va la replaquer dans la commande. Donc arriver à faire cet effort de s'auto-lire du texte, de s'auto-lire du code en tout cas, c'est vraiment, à mon sens, un gros gain pour ceux qui veulent le step up en lecture de code, littéralement, hein, lecture de code, et en audit, et ça permet vraiment d'avancer. Et c'est pas si simple que ça, suivant les langages, suivant les fonctionnements. Bah, je rebondis là-dessus parce que aussi sur ce qu'avait dit Conda au début, c'est comment tu prends tes notes ou ta méthodo. J'ai oublié de dire, mais moi, pour expliquer le code, justement, ce que tu fais, c'est que j'aime bien mettre des commentaires un peu partout. Donc typiquement, là, je vais mettre cette fonction check si c'est up, tu vois, c'est tout bête, mais je me mets des petites notes comme ça à droite à gauche dans le code. Ou alors des fois, je me mets des échos ou des prints. Je me permets aussi de modifier le code. J'hésite pas à modifier le code sans forcément modifier le comportement de l'application. Sinon, je te laisserai raconter, Lucas, mais Ouais, on avec peut plaisir. penser on peut penser qu'on a des RCE alors qu'en fait c'est Ah un là, écho qui est réfléchi. Donc non, mais salaud, du coup, je me salaud. permets aussi de modifier le code sur lequel j'audite. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que quand ce code-là est dans une base qui est dans un Git, dans un repo, on peut faire un Git statut ou un Git diff, par exemple, pour voir ce qu'on a édité pour être sûr de ne pas avoir cassé l'application ou au moins il y a une trace de tout ce qu'on a modifié. Donc c'est aussi pratique. C'est une méthode que j'utilise aussi, quoi. Yes. Moi, j'ai plutôt tendance à mettre en commentaire en début de fonction directement les curls qui permettent de l'atteindre. Comme ça, tu sais que si tu reviens plus tard, tu dis ah j'avais cette fonction, bon bah je recopie-colle le curl et bam, t'es directement dedans. Et sinon, ouais, des petits var debug pour pouvoir voir un peu ce qui se passe, des fois je me mets des exemples de quelle forme a la donnée quand elle arrive à un point donné. Par exemple, là j'aurais tendance à mettre ligne 51 juste après le point virgule, un slash slash, et mettre ici URI vaut foo.bar slash mon chemin d'accès. Comme ça, je sais de manière visuelle, quand je lis le code, quel type de données je suis en train de manipuler. Et ça permet de savoir un peu qu'est-ce que tu atteins avec quoi et comment le modifier. Et d'ailleurs, sur la partie recherche de vulnérabilité, tu as parlé d'un outil très intéressant tout à l'heure. Je t'avais dit d'ailleurs que je voulais en faire un live. On va y revenir aussi si tu veux repasser, si tu te sens à l'aise aussi. C'est Nuclei. Donc, tu as rapidement discuté de Nuclei. Ça fait un grand bruit dernièrement. C'est extrêmement efficace. Pas très connu pourtant. Il n'y en a pas Oh, beaucoup. quand même, C'est pas hein. démocratisé. C'est pas encore. Ouah. Oui, mais dans le monde francophone, dans la communauté francophone en tout cas. Ok. Euh, c'est pas toujours clair. Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Yes, carrément. Bah, du coup, ce que je propose, c'est Alex, je te pique le partage Ouais, d'écran ce coup-ci. je te Euh, laisse. ouais, je vais en parler, mais allez, je vais faire une intro de Nuclei, de Katana, du tooling Project Discovery. Mais ensuite, on va vous faire un petit, pas storytelling, mais vous qui avez envie d'essayer de commencer à faire de la recherche, d'analyser une faille qui existe déjà et d'avancer un peu à partir de là. Euh, Donc Nuclei, de base, c'est donc Nuclei, Katana et autres, c'est des programmes qui ont été faits en Golang par une équipe de gens ultra motivés et salement compétents quand même, euh, qui permet donc tout open source, en tout cas pas leur SaaS, mais les programmes open source que n'importe qui peut utiliser le sont. Et l'idée de ces choses-là, c'est que Nuclei va vous permettre de rédiger des templates en YAML
donc un format relativement classique, et derrière de faire rejouer des requêtes web, de refaire rejouer des échanges réseau sur d'autres protocoles, avec tout un tas de sélecteurs pour dire ok, j'ai envoyé telle donnée, j'ai envoyé un get, j'ai envoyé un post, et derrière je veux savoir si j'ai un code de retour spécifique, j'ai un temps de retour spécifique, j'ai telle chaîne de caractères en réponse du genre UID égal, donc pour détecter l'attaque, la commande ID que Alex a pu faire sortir, tout un tas de choses. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir soit bénéficier d'un nombre de failles connues par la communauté, soit de travailler sur ces failles à soi, faire ces templates et pouvoir avancer un petit peu et faire du rejeu. Dans la technicité, enfin, en tout cas dans l'idée, dans le concept, c'est faites vos recherches une fois et retestez forever. Je vais mettre en partage d'écran. Perdre ma voix. Hop, entire screen, share, et j'ai balancé ça en 5. Alors, et oui, forcément, je vais balancer ça en 6, et lui en... Allez, je fais n'importe quoi. Good. Est-ce que vous avez mon écran de visible? Attends, je vais le rajouter sur la scène. C'est bon. Ok, cool. Du coup, là, c'est quelques onglets que j'ai ouverts pour vous montrer si quelqu'un veut s'entraîner, essayer de faire une reproduction de failles, la manière dont moi je m'y prendrais. Donc là, c'est le résultat final, un Git avec tout ce qu'il faut dedans pour s'amuser et essayer de reproduire les bêtises. De manière générale, moi je commence à chercher sur internet un petit peu des informations sur des failles. Là, je voulais quelque chose d'un peu parlant et quelque chose surtout qui ne puisse pas faire de dégâts. Parce que bien sûr, je vais pas vous lâcher une zero day comme ça qui puisse aller nuire à des gens qui n'ont rien demandé. Ce serait pas très cool. Donc juste, je me suis baladé sur WordPress Scan, ou ça aurait pu être n'importe quel autre site d'agrégation de failles. Et j'ai scroll et cherché exécution. Parce qu'à mon sens, les failles de type exécution de code sont quand même les plus sympathiques. Et juste en scrollant, je suis tombé sur des choses qui me plaisaient un peu. Donc ça aurait pu être de l'injection SQL, ça pourrait pu être des contournements d'authentification, des choses comme ça. Je suis tombé sur un plugin qui s'appelle, excusez-moi, qui s'appelle User Post Gallery, UPG. Et on voit qu'il y a une RCE, donc exécution de code à distance, de type pré-authentification dans la version 2.19. Cool, pourquoi pas, on va avancer un peu. On avance, on se rend compte qu'il y a déjà une payload disponible, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Là, l'idée, c'était juste de voir qu'est-ce qui existait, comment ça pouvait être reproduit. En avançant un peu, on se rend compte que le plugin est open source, mais des fois, même quand c'est des plugins en source privée, il y a très souvent moyen de trouver tout ce qu'on veut publier par erreur sur un GitHub. Là, en tout cas, en regardant le code, on voit que c'est pas maintenu depuis un certain temps. En jouant avec le système de tag, on voit qu'on a bien la version 2.19, et si on croise les sources, c'est la version qui était dite vulnérable. Si on regarde, on se rend aussi compte qu'il n'y a pas eu de version après, donc il n'y a pas eu de patch. Le mec a fini par give up ou n'a plus pu maintenir le projet pour d'autres raisons. Je ne saurais trop dire. Et du coup, très bien, on se dit, il y a un plugin, il est vulnérable depuis longtemps. À supposer que je trouve un WordPress UPG quelque part, ce sera forcément exploitable. Donc, let's go. On se balade un peu, on va dans Data, POC WordPress, on se met un petit lab, et donc je vais vous montrer un équivalent de lab OpenSkill, mais en vrai, n'importe qui peut faire ce lab-là chez soi. Alors, l'idée, c'est qu'on commence toujours par un Docker Compose, où dedans, on met les différents services nécessaires pour le lab. Donc nous, c'est quoi? C'est un WordPress et un plugin. Bon, bah très bien. Dans nos services, on a un WordPress, version 6. Parce que je voulais quelque chose juste de reproductible, je ne l'ai pas mis en latest. Et un MySQL, pareil, pour avoir une base de données et pouvoir monter le lab complètement fonctionnel. Souvent, on peut se mettre un petit utilitaire, on peut se mettre quelque chose pour aller creuser dans la base de données pour voir un peu comment se comporte la donnée at rest, comme on dit. Et bonsoir Virtual Labs, merci pour le... Que du beau monde aujourd'hui. Que de beau monde, ça fait plaisir. Donc voilà, l'idée c'est de faire un petit lab reproductible pour pouvoir garder tous ces petits partout et faire des tests. Une fois qu'on a ça, je me mets un petit, je vais zoomer un petit volume temp pour pouvoir avoir accès aux fichiers dans le Docker et sur mon host, donc sortir de l'info, ajouter de l'info facilement. De quoi avoir la gestion du WordPress, de la config PHP présent. Donc là, dans celui-là, dans ce qui est relativement notable, c'est que si on
augmentait pas un peu la mémoire disponible de base, eh ben, ça ne démarrait pas, donc c'était dommage. Et là, j'aurais clairement pu mettre plus de built-in PHP pour avoir un peu plus de log, mais c'était relativement suffisant. Et derrière, bien sûr, on prend les sources du plugin qu'on a git clone et on les monte dans WordPress Content plugin UPG. Une fois qu'on a ça, on reprend la petite cheat sheet, on reprend le Docker Compose up. Donc là, il démarre gentiment, je vais faire ça. On voit juste qu'on a bien nos deux services, donc le WordPress en jaune et la DB en bleu. Ok. On zoome un peu, mais si c'est pas très lisible. Et une fois qu'on a ça, on a dit que, peut-être regarder avant ce que ça donne. On a dit que si on se baladait sur la loopback, on avait un WordPress de test qui était up. Ça, c'est la magie de Docker, c'est que il y a tout ce qu'il faut dans les labs pour pouvoir essayer et s'amuser sans passer des heures à faire du setup. Dans les plugins, on va directement activer ou désactiver le plugin en question qu'on veut tester, parce que s'il n'est pas activé, à moins qu'il y ait des fichiers qui dépassent salement, on ne pourra pas faire les tests. Une fois que ça c'est activé, on peut essayer de reprendre le curl qui était celui indiqué en tant que vulnérable, en tant que attaque fonctionnelle, juste remettre le bon port, bien sûr. Et là, si on essaie de le reproduire, paf, on voit qu'on a bien UID data en réponse, et que si je mets pas ID, mais who am I, histoire de montrer que c'est pas juste un print, on a que le nom du user. Donc là, on a bien dans le Docker notre utilisateur qui est exploitable. Donc on a réussi à redémontrer l'exploitation. Mais c'est bien gentil de démontrer l'exploitation. Nous, ce qu'on voulait, c'était step up un peu en lecture de code, donc regarder un peu ce qui se passe à l'intérieur quand même. Bon, on voit la payload UPG data, field, je sais pas trop ce que ça fait, pourquoi, comment. On va dans les sources du plugin. Que je n'ai pas là, grep-rf de ça. Et donc on voit que a priori UPG data table n'est utilisé dans quelques fichiers qu'on pourrait regarder, mais principalement dans ce fichier-là qu'on va ouvrir. Et là, j'ai un tout petit peu instrumenté, donc le classique, on en parlait des commentaires pour voir un peu ce qui se passe. Mais juste si on scrolle le fichier, il y a du code, hein. Il y a du code, il y a 1000 lignes, c'est ce qui est vraiment pas grand-chose pour s'amuser à le lire. Mais on a notre payload, et si on commence à chercher directement UPG data table, là on voit que c'est hardcodé, ça fait pas grand-chose. Ok, là on voit que c'est une déclaration de fonction, mais c'est pas un match exact. Ok, là on voit que c'est des actions WordPress, donc c'est des choses qui se déclencheront peut-être, aucune idée. On va un peu plus loin. Et là, on voit qu'il y a la fonction en question qui s'appelle littéralement UPG data table. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On scrolle un peu, on voit que ça prend des settings de WordPress, on voit que ça va prendre des paramètres en get. C'est ce qu'on a. Ça, pourquoi pas? On descend un peu, on voit que ça fait des explodes sur des virgules, sur des 2 points. On regarde notre curl de la mort. On a des 2 points, des 2 points, des 2 points, des 2 points. Bon, déjà, explode sur des 2 points quand on a plein de valeurs, ça veut dire que ça va vouloir séparer cette chaîne de caractères-là. Donc, on peut commencer à se dire, ça sent bon. Derrière, du code shenanigans, flemme de le lire. On descend un peu, on se rend compte qu'ils font des or, des like, des sanitize de search. Un commentaire, ça vous évoque quoi? Juste là, comme ça? Ça dit quoi, Conda? Conda? Allô? Rien de spécial. Il y a un petit lag dans le temps, je suis désolé. Non, non, j'ai rien de spécial. Ah, d'accord. Je me demandais, genre, il y a du or, du like, des choses comme ça. Ça fait penser à du SQL, a priori. Et à côté de ça, on voit qu'il y a des bouts de texte qui sont concaténés à des valeurs, qui sont tentés d'être nettoyés, mais quand même mis à côté d'autres valeurs. Concrètement, on voit qu'il n'y a pas d'ORM et qu'ils font du SQL à la main. Donc de base, ça sent pas de ouf bon. WordPress Query, donc clairement, en effet, ils font la récupération de données via les arguments qui ont été faits pour générer une requête SQL. Donc de base, il y a des codes patterns qui disent bof. Si on scrolle un peu plus, on voit qu'on va retrouver des choses qui sont à mon sens vachement plus dangereuses. Ça là, ça a l'air de rien, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on va prendre des bouts de chaîne de caractères, donc les choses qu'on manipulait plus haut, donc vraiment du texte, et on va faire en sorte que ce texte soit transformé en fonction. Donc en gros, on va prendre du truc contrôlé par l'utilisateur et on va dire, ça là, on va lui donner le pouvoir d'exécuter du code. Donc de base, et donc voilà, on va juste remettre un petit peu les logs de ces deux côtés-là pour voir si nos guesses étaient éclairés. On reprend le curl. Et voilà, on voit que ce coup-ci, l'alu1, donc ce premier var dump, la
function name et valeur param 1 sont exec et un array. Donc on voit qu'on reconnaît dans notre curl le premier mot du field exec et ensuite whoami. Un whoami nul nul, c'est le tableau qui va contenir les valeurs passées à la fonction. Donc là, juste en très peu de temps, donc forcément ça a été vite fait, préparé, voilà, pour pas passer un temps ouf en live, mais vous voyez que la méthodologie qui est derrière, quand on arrive à structurer un peu ce qu'on fait, c'est relativement accessible d'aller prendre une end-day et de la décortiquer. Bien sûr, ça dépend de quel type de end-day, ça dépend de la complexité, etc. Mais c'est abordable. Et à supposer qu'on n'ait pas eu la payload, il aurait fallu regarder quel était le code avant, quel était le code après, regarder un peu ce qui a changé, regarder le descriptif de la faille. Donc si on allait sur GitHub où il n'y avait pas de payload, on nous dit UPG plugin, commande d'exécution. Donc il faut qu'on regarde des commandes qui font de l'exec, qui font des choses comme ça, ou qui modifient de la sémantique de code et pas juste de la donnée. Et derrière, je sais pas s'ils disent grand chose, on peut regarder un peu les autres liens qu'ils donnent. Mais l'idée, c'est que là, on a réussi à... Ok, ce lien est mort. On a réussi à... Ok, beaucoup de liens sont morts. C'est une vieille faille. On a réussi à reproduire, en tout cas, la faille qui s'intéressait, ou en tout cas comprendre comment elle fonctionnait. On va taper un fichier en presque direct avec le code spaghetti de WordPress, et voilà. Maintenant qu'on a ça, on a une faille, on a un curl, c'est bien beau, mais à supposer qu'on veuille tester cette faille sur des milliers, des centaines de milliers de machines, et ça devient un peu plus compliqué parce qu'il faut gérer de la parallélisation, il faut gérer les cas particuliers. Donc ce que je vous propose, c'est d'en faire un template Nuclei, mais on va pas le faire à la main parce qu'on est des grosses feignasses. Il y a des outils assez sympas qui sont sortis justement une fois de plus par Nuclei, qui permettent de faire de la génération de templates Nuclei par AI. Donc ça y est, qu'on a tous les buzzwords, on est bien là. Il y a encore un sale lag. Petit sourire, j'ai vu le sourire. Bon, toujours est-il, on va pouvoir faire gérer notre génération de templates. Please generate a YAML template for this WordPress unhot RCE on UPW 2.19. On lui donne le curl, on dit generate. Donc, bien sûr, ça se fait à la main. C'est intéressant d'avoir fait à la main, c'est intéressant d'en lire quelques-uns pour savoir comment c'est fait, quelles sont les fonctions qui sont à disposition. Mais quand on veut pas se prendre la tête et faire un truc efficace, voilà, on a généré notre template. Donc là, on va dire même qu'à dire POC Nuclei live. Et c'était Nuclei live. Derrière, on va faire un template qui s'appelle UPG unhot RCE 2.19.yaml. On va mettre notre fichier là-dedans. Les auteurs, bon, c'est clairement l'AI, c'est Conda, c'est Niche, c'est Lalu. Et c'était Derrière, on va faire un template Conda, je qui m'entends. Je sais s'appelle pas si tu as changé le son. UPG unhot. Ok, c'était très bizarre. Toujours est-il, on a fait notre template, il y a toutes les informations qui ont été bien mises. On a dit qu'on voulait un 200, c'est pas énorme. On va quand même faire un truc, on va lui dire. On va retourner sur la page de génération. Donc create new template, start, on va dire add a matcher on UID égale for this template. Oups là. Pas du tout ce que je voulais faire. Pas du tout ce que je voulais faire. Matcher on UID égale for this template. Hop. Donc là, pareil, on peut le faire à la main. L'idée, c'est de pas trop se prendre la tête, de faire un truc épouse, prendre la easy way, comme on dit. Si on peut faciliter, on facilite, on utilise ce qu'il y a. Hein. Complètement. Une fois de plus, c'est un gain de temps. Et si l'IA fonctionne pas, et là, il faudra creuser et regarder pourquoi ça n'a pas voulu. Donc, on a tout ce qu'il faut. On match sur UID, on envoie bien ID et pas whoami, parce que sinon on n'aura pas le même résultat. Et derrière, on a à peu près tout ce qu'il faut. Très bien. Nuclei, URL. On a dit qu'on voulait http://2.2/27001. Puis qu'on voulait les templates qui sont dans POC Nuclei Live. Et on lance, et ça nous dit quoi? Bam, critical, on a pu trouver notre faille. À supposer qu'on en ait eu plein d'autres. Enfin, à supposer déjà pour vous montrer quand même que c'est pas du bullshitage. On va echo-e
de cette URL /n, cette URL sur le port 8000 qui n'est pas vivant, et on va prendre un autre. Tu veux me donner, envoie-moi le lien de ton site. Envoyez-moi, messieurs, le lien de vos sites. Et Mais votre consentement. Condar.com, par exemple. Hein? Condar.com, KONDH.com, par exemple, aussi. Ok, tu dis https://kondh.com/. Ouais. Ok. Donc voilà, là on envoie nos URL et on peut les reprendre dans la petite commande nuclei. Je prends de la fin en fait. Comme ça, pipe nuclei, les templates. Donc là on spécifie plus l'URL en entrée, on va juste en envoyer plusieurs d'un coup par stdin et ça va checker et ça nous dit bien qu'il y a uniquement celle qui nous intéresse qui est vulnérable. Et à supposer quand même qu'on tape pas sur le bon pass, donc poète, paf, ça y est, c'est plus vu en tant que vulnérable parce qu'on tape pas sur un endpoint qui l'est. Donc voilà, vous avez vu en 2 en 3 mouvements comment créer un template, et celui-là, vous pouvez, pour peu que vous ayez un serveur et une connexion qui patate, essayer de spray ce template sur 2000, 300 000 machines, peut-être pas 300 000, allez, 100 000 machines, je Ouais, pense que ça se fait très vite, même 300 c'est 000. très intéressant quand on fait du pentest sur des grands groupes, au niveau de grandes boîtes. Hein. Quand on a 28 pays, 29 pays, enfin 28 pays, 28 plateformes sur plusieurs pays dans le monde pour automatiser certains Clairement. tests, certaines méthodologies d'évaluation, c'est vraiment parfait. Donc, du coup, perso, j'ai pas encore pu creuser profondément dessus. Donc, du coup, ça m'intéresse vraiment de voir, ça m'a intéressé de voir ta méthodologie qui est vraiment top. Et donc, du coup, ça rejoint exactement aussi le besoin, je pense que tout le monde en live d'ailleurs a bien aimé suivre la chose, que ce soit au niveau de ma communauté ou la tienne, puisque ça permet aussi d'avoir une méthodologie, cette approche qui permet forcément d'aller chercher on va dire le bon path ou la bonne kill chain pour pouvoir évaluer, enfin, je ne vais pas dire kill chain, mais je vais dire la chaîne de découverte de vulnérabilité, ou la chaîne de valeur si on peut. Donc, du La coup, bonne on peut méthode pour générer la bonne exploit chain. et juste pour tout le monde, hein, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais il y a vraiment du très bon contenu francophone. Il suffit juste de le chercher. Et je pense, je prends l'exemple de la Loca, mais aussi il y a Virtual Lab Qui est passé nous qui voir. est passé nous voir, qui est aussi, bon, ça fait partie des personnes les plus anciennes dans le monde de la cyber aussi, qui fait des lives aussi de Plus super ancien, qualité. très présent, mais plus ancien, on peut aller taper côté Lotus Nubosaurus, il y a des Exactement, anciens anciens, il y aussi, a des anciens encore Pack, plus, mais qui cherchent moins le média, le relationnel aussi. exactement, exactement. Mais voilà, il y a quand même il y a des pépites francophones. Je pense qu'on en a discuté avec plusieurs et c'est parfait. Donc, je profite aussi pour vous en parler. C'est de ta formation et je profite le temps que tu en parles. J'y reviens parce que j'y ai insisté. Tu as même refusé, je pense, d'en parler à un moment, mais quand on en avait discuté avant, mais j'y tiens vraiment parce que c'est de la qualité. Et je pense qu'il faut en discuter. Je pense que je vais te laisser en parler le temps que je partage aussi euh, tes informations, tes liens avec ma communauté sur la partie, sur tes réseaux, sur ta chaîne YouTube, sur ta chaîne Chaud. sur Twitch. Et d'ailleurs, c'est vraiment de la très bonne qualité. D'ailleurs, je t'avais contacté pour te dire que j'étais impressionné par certaines vidéos. Et donc, du coup, je pense que je vais t'en laisser parler un petit peu plus. Et, voilà le temps que moi je partage de mon côté. Eh bien, pas de souci, je peux faire ça. Donc clairement, non, je continue à dire que moi, je suis pas là pour vendre de la formation FunSkill, même si, bah, bien sûr, renseigner, c'est un plaisir avant tout. Par contre, appel à guest, à participation, à témoins et même à viewers. On s'amuse régulièrement à faire des streams. Donc, comme toi, hein, c'est un peu Donc, toute moi, la je suis pas sphère. là pour vendre de la formation. Je me réentends en écho. C'est un peu toute la sphère comme ça, InfoSec française, de tout le monde qui partage, qui montre la motivation, qui fait qu'on s'est à nouveau, à notre tour, motivé à faire un stream. Donc Twitch, c'est Zola Lucas, mais le nom en vrai, on s'en fout. C'est plutôt un ensemble de gens qui ont envie de participer et de montrer des trucs. Venez nous voir, venez faire un coucou. C'est tous les mardis soirs vers 21h et on essaie de montrer plein de petites dingueries techniques, que ce soit des POC de failles, des POC de technologie, de l'attaque, de la défense, des outils de DevOps et de cloud pour faire de l'attaque à grosse échelle.
bien sûr toujours avec éthique, hein, on ne faut pas déconner. Nous, on est là pour parler de tech et la politique, on laisse ça aux gens concernés. Voilà, venez faire un coucou en stream et on a plein de choses chouettes à vous montrer en gratuit. Et s'il y en a des motivés, bien sûr, il y a sur offenskill.com toutes les informations pour venir faire de la formation, mais c'est que des petits groupes, donc de toute façon, s'il y a un afflux de 300 personnes, je pourrais pas, voilà. Mais le cœur y est. Mais c'est pour ça, d'où les streams, pour qu'il y ait de la formation gratuite avec plein de gens qui puissent accéder en même temps et qu'on puisse avoir un peu plus d'interaction avec la commu. Voilà. Ah bah, parfait. En Ah, plus, c'est bien meublé. il y a des très beaux commentaires. Je te laisse finir le temps que je partage aussi les ressources d'Alex. Alex, yes. Alex, dont on a ruiné l'OPSEC, hein, on tient à le préciser. Heureusement Non, que mais les ça gens ne va. savent pas qu'il s'appelle Jean-Denis. Non, mais c'est pas comme si c'était encore caché. Ouais, je pense pas. Fallait avoir des amis plus smart qui savent faire la distinction entre deux mots. Sorry, my man. Bon. T'as envie de dire un petit truc, Alex, aussi, sur, je sais pas, le fonctionnement, les... Oh Je sais non, pas, je je suis sais pas. plutôt d'accord. Non, après, moi, je peux que dire que la formation que j'avais fait en testeur en premier, elle était parce que j'étais dans le premier batch de formation. C'est vrai que même, j'ai pas envie de dire même pour une première formation, parce que c'était quand même bien travaillé, c'était super bien travaillé. Mais disons qu'il y a des formations, quand c'est leur première fois, ça se passe un peu moins bien. Toi, ça va, t'es assuré. Il y a Et vraiment eu de la chance. Il y a eu de la chance pour une ou deux raisons. Bon, vas-y, finis, mais on en oui, reparle. bon. Et en vrai, juste le fait que tu ressortes de la formation, ça c'est satisfaction personnelle, mais tu ressors de la formation et en un jour, tu as trouvé 2 RCE, 3 enfin des CCA, des file read, plein de vulnes sur une appli, c'est déjà cool que tu aurais jamais trouvé avant. D'avoir toutes les méthodos et autres, ça te permet de, même sans forcément faire de la recherche de vulnes après, juste en termes de pentest classique, heu c'est toujours utile d'avoir du tooling, d'avoir la méthodo, de source et de sync, toujours, je ressors ça. Mais c'était vraiment cool sans forcément avoir eu besoin de refaire de la recherche de vulnes après, ça aide en pentest, classique et en recherche de vulnes, en bug bounty, donc c'était cool, sans forcément avoir besoin de trouver après des CVE et de faire de la recherche sur SPIP. Mais Et si, voilà. tu viendras en faire un jour. Non, non. Mais si. Mais du coup, ouais, je te laisse sur une petite anecdote on peut toujours faire un contenu et l'améliorer. Là, j'ai eu de la Oui. chance parce que pour la première formation, j'avais donné des prérequis du genre, il faut que vous ayez tel outil, ou une machine virtuelle avec tels outils installés. Je donnais même des scripts pour tout setup. J'ai le cas actuellement au travail où j'ai 2 personnes avec qui j'aimerais faire ce genre de formation, qui se reconnaîtront, qui ont des Mac ARM M1. Sauf que mes outils d'introspection ont besoin d'un driver kernel qui n'est pas disponible pour cette version, ont besoin de Docker sur une version, sauf qu'ils sont sous Mac, donc en fait, c'est chiant. Du coup, je me suis dit: «Je leur fais une VM», sauf que de leur faire une VM, elle peut pas être virtualisée, donc elle est émulée. Donc c'est beaucoup trop Ouais, lent c'est pour faire cool. un lab et un peu de fuzzing. Donc en fait, ça s'est bien passé les 2 premières sessions et je suis content que ça ait été, comme ça. Mais là, je suis en train de travailler sur des labs à mettre à disposition directement en ligne, mais à la fois le lab et à la fois la machine attaquant, parce qu'il y a pas mal de prérequis et qu'au final, il y a certaines personnes qui ont des laptops pas suffisamment puissants. Bon, il y aura toujours le problème de: «J'ai pas un bon réseau». Eh ben désolé, il y a un moment, faut faire un effort, hein. Venez, prenez Airbnb le temps de faire la formation et prenez la fibre. Mais voilà, en vrai, il y a toujours des complications, il y a toujours des choses, à améliorer. Bien sûr, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir encore une fois du bon contenu français. Je le rappelle encore une fois. Et puis, j'espère que tu repasseras nous voir. Donc, dans tous les cas, Bon, bon, avec aujourd'hui, plaisir, je n'ai hein. pas la meilleure des connexions. J'ai eu une urgence de déplacement au boulot. Donc, du coup, c'était un peu. Ça Et arrive. je voulais absolument pas décaler cette date parce que ça me tenait à cœur de t'inviter. Donc, du coup, j'ai fait avec les moyens de bord. Et en Mmh. tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté. Je pense aussi que tout le monde a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Certes, on est toujours limité par le temps, mais pourquoi pas faire des streams beaucoup plus lents. Ah Et bah, nous, c'est 2-3 heures les streams à chaque fois, hein. ah ouais, moi, généralement, c'est 1 heure et quart, 1 heure et demie, grand maximum. Heu et Et donc on est du petits coup, joueurs par rapport à Lotus et Nubosaurus qui faisaient taper des records à ah 6-7 oui, heures, à la oui, ah fin, oui, ils on ont a injecté le sang, petite pensée à eux. on a fait 4 heures, je pense, dans Ah non, ils en fait 3 beaucoup plus. ouais. Je parlais de l'épisode que À j'avais l'époque. fait avec eux perso, ouais.
Mais c'est très passionnant. Donc, c'est pour ceux qui ne reconnaîtront pas, c'est Actback. Donc, je vous partage quand même le lien, bien sûr, de leur chaîne qui est vraiment top. Et donc, du coup, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. En tout cas, merci vraiment, les amis, d'être passés. C'était un vrai plaisir, un vrai honneur même de vous avoir parmi nous. Et puis, voilà, je viens de partager le lien. Et puis, je vous dis merci, merci, merci. En espérant qu'on puisse se revoir dans un autre live peut-être. Et c'était vraiment top, intéressant. Merci à vous. Et puis, à bientôt. Avec plaisir, ciao. Merci, Et Conda. un grand merci à Niche qui a mis la cam alors qu'il aime pas ça. Tu gères. Ah oui, c'est un effort. Non, mais c'est pas grave. Bonne Non, soirée. mais Voilà. merci, Conda, pour l'invite. Et puis, bonne soirée. Merci. Merci, bonne Tchou, soirée à tchou. tous. Bye. Ciao, ciao.